C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la dépouille d'un héros national de retour sur sa terre. La dent de Patrice Lumumba, seul reste du corps de l'ancien Premier ministre assassiné, est arrivé aujourd'hui en République démocratique du Congo. La dépouille doit effectuer une tournée à travers tout le pays avant d'être inhumée à Kinshasa le 30 juin, jour de la fête de l'indépendance. Les détails dans un instant. Ce soir, nous recevons Patrick Muyaya, ministre congolais de la communication. Nous aborderons avec lui la question sécuritaire dans l'est du pays, mais aussi les relations que la République démocratique du Congo entretient avec le Rwanda. Interview à suivre dans ce journal. Enfin, panne sèche à Conakry. Les stations-service n'ont plus de carburant. Une pénurie qui frappe la capitale guinéenne depuis 2 jours. Quelques stations sont restées ouvertes pour vendre leur stock. De longues files d'attente ont bloqué certains axes. Nous serons à Conakry dans ce journal. La dent de Patrice Lumumba est arrivée en République démocratique du Congo ce mercredi, 61 ans après l'assassinat du héros national. Un retour très attendu qui marque le début d'une tournée d'une dizaine de jours à travers le pays avant une cérémonie d'inhumation à Kinshasa, la capitale, le 30 juin. On fait le point sur le programme avec notre correspondant Clément Bonneau. L'avion qui a transporté depuis Bruxelles la dent du Premier ministre congolais est arrivé mercredi matin pour une escale technique à Kinshasa. Le cercueil de Patrice Lumumba et la délégation qui l'accompagne se sont ensuite envolés pour la province du Sankuru, dans le centre du pays. C'est là qu'est né Patrice Lumumba en 1925 dans le village d'Onaloa, rebaptisé Lumumbaville en 2013. Au programme, 2 jours d'hommage coutumiers et de recueillement en famille. Le cortège mettra ensuite le cap au nord, direction Kisangani, l'ancien fief politique de Patrice Lumumba. Puis il se rendra dans le Katanga, dans le sud du pays, et plus précisément à Chilantembo, là où l'ancien héros de l'indépendance a été exécuté le 17 janvier 1961. Enfin, lundi 27 juin, ce sera le retour à Kinshasa pour 3 jours de deuil national. La dépouille fera notamment étape au Palais du Peuple, le siège du Parlement congolais, ainsi qu'à la primature. Et jeudi 30 juin, le jour de la fête de l'indépendance, une grande cérémonie d'inhumation aura lieu. Un mausolée a été construit à cet effet sur la place de l'échangeur de Limete, en plein cœur de la capitale congolaise. Les tensions de plus en plus vives entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, la situation sécuritaire dans l'est du pays et la résurgence du M23 dans le Nord Kivu, autant de questions que nous aborderons avec notre invité Patrick Muyaya, ministre congolais de la communication. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau et d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, j'aimerais vous faire réagir sur le retour de la dent de Patrice Lumumba en République démocratique du Congo. C'est un grand moment que nous avions attendu depuis bien longtemps parce que Patrice Emery Lumumba représente ceux qui, dès le départ de nos pays, donc aux années de l'indépendance, qui ont fait le choix de la liberté, qui ont fait le choix du combat pour l'affranchissement du peuple congolais, le combat pour l'intégrité nationale. Vous parliez de la situation à l'Est, nous y reviendrons. C'est une séquence historique qui fait un peu la prolongation du séjour du roi de Belge que nous avons reçu en République démocratique du Congo. S'il y a eu des regrets profonds pour la colonisation, mais pour Lumumba, il y a, je crois, un travail de réconciliation qui a véritablement commencé parce que vous avez suivi des excuses, la reconnaissance pleine de la culpabilité de certains Belges qui ont été impliqués dans son ignoble assassinat. Et donc, nous pensons que ceci ouvre une nouvelle fenêtre dans nos rapports, notamment avec la Belgique. Mais pour nous, en République démocratique du Congo, pour sa famille principalement, ceci est un grand moment qui nous permet à la fois de nous réconcilier avec notre histoire, de retrouver un des maillons principaux, mais aussi de permettre à l'Afrique et le monde de vénérer et de rendre hommage à cet homme qui a donné beaucoup pour l'Afrique. Et on a reçu son petit-neveu sur ce plateau qui souhaite aussi que la vérité soit faite sur les circonstances de sa mort. Il faut bien. Alors, on va aborder une autre question avec vous, une question d'actualité. Il n'aura échappé à personne que les relations entre la République démocratique du Congo, votre pays, et le Rwanda ne sont pas bonnes. Êtes-vous au bord de la rupture ? Le Rwanda est-il aujourd'hui en guerre contre la République démocratique du Congo ? Clairement oui, s'ils choisissent de soutenir un mouvement terroriste de manière claire en plein jour, ça veut dire qu'ils ont fait le choix de la guerre. C'est vraiment dommage parce que nous pensions que depuis l'arrivée du président Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo, il y avait une véritable fenêtre de paix qui s'est ouvert. On a réchauffé les relations diplomatiques au bout de 3 ans et nous avons mis en place des mécanismes qui nous permettaient à la fois
de discuter des questions économiques, des questions politiques et même des questions sécuritaires qui, à mon avis, ne devraient jamais aboutir à ce à quoi on arrive aujourd'hui. Mais cela démontre clairement que dans l'agenda du gouvernement rwandais, la paix n'est pas à l'ordre du jour, fort malheureusement, parce que le maintien de cette partie de la République démocratique du Congo dans l'instabilité doit sûrement servir des intérêts. Il y a des rapports des Nations Unies qui ont démontré que cette partie de la République démocratique du Congo a été particulièrement pillée. Avec le président Tshisekedi, nous avions fait le choix de la paix où on pouvait discuter, y compris des intérêts économiques, voir comment les populations qui échangent au quotidien massivement pouvaient bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Mais là, nous faisons des pas, beaucoup des pas en arrière parce qu'il y a justement des desseins inavoués. Alors, est-ce qu'il y aura encore un autre pas en arrière? Est-ce que vous envisagez de rompre les relations comme le souhaitent certains responsables politiques comme Martin Fayulu, mais par exemple? À ces stades, lorsqu'on vous impose une guerre, nous avons, nous, la responsabilité de défendre notre intégrité territoriale. Mais en même temps, c'est bien dommage que cela arrive alors que nous venions à peine d'adhérer à la communauté de l'Afrique de l'Est où nous avions discuté à la fois des questions sécuritaires et économiques et tous les chefs d'État de la région ont convenu qu'il fallait agir pour régler les problèmes sécuritaires de manière définitive en République démocratique du Congo. Le premier pas en prévoyait un volet politique. Vous avez vu que le président Tshisekedi a eu l'occasion d'échanger avec tous les groupes armés. Et puis, il y avait un volet militaire qui interviendrait dans l'hypothèse où il y a des forces qui sont récalcitrantes. Et fort malheureusement, pendant que les discussions évoluaient dans ces volets, le M23 millions terroristes soutenu par le Rwanda est venu comme donner un coup de sémence à ces processus. Alors, est-ce que vous avez des preuves de l'implication du Rwanda pour soutenir le M23? Les preuves apparaissent comme nez sur les visages. Nous espérons que dans le jour qui vient, la mission des Nations Unies au Congo, qui travaille avec nous dans des centres d'opération militaires, parce que toutes les zones où les opérations se tiennent sont couvertes notamment par des drones qui permettent de voir le mouvement. Vous avez vu 2 militaires rwandais qui ont été arrêtés en République démocratique du Congo. Ils ont été interrogés par le mécanisme de vérification et ils ont dit clairement qu'ils étaient dans une opération spéciale et qu'ils se sont perdus 25 km à l'intérieur de notre pays. Et donc, vous voyez qu'il y a des preuves patentes que nous brandirons progressivement, mais c'est bien dommage parce que nous étions engagés dans un processus qui, nous le pensions, pouvait nous permettre d'avoir la paix et finalement permettre à nos populations qui cohabitent au quotidien d'aller un peu plus loin dans les échanges économiques, dans les échanges culturels. Mais là, c'est bien dommage. Alors, on va parler aussi d'un autre pays voisin, de l'Ouganda. Mardi, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, a dénoncé l'implication de l'Ouganda dans la prise de la ville frontalière de Bunagana par le M23. La semaine dernière, l'Ouganda coopère pourtant avec les forces armées congolaises contre les ADF, un autre groupe armé qui vient justement de l'Ouganda sur le sol congolais. Que dit le gouvernement à ce sujet? Évidemment, il y a eu des informations qui sont venues du terrain, qui a testé, qui a eu cette forme de complicité, qui ont fait suite à une série de tweets que nous avions vus du fils du président Museveni, qui encensait entre-temps le président Kagame. Et pour nous, dans la position dans laquelle nous sommes, il y a des discussions qui se tiennent notamment au niveau des états-majors, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous continuons les opérations pour éclaircir évidemment ce qui s'est passé. Les moments venus, nous tirerons les conséquences. Mais ici, il faut noter que la République démocratique du Congo s'est montrée disponible pour gérer les menaces communes. Parce que vous savez, par exemple, que les ADF est une importation de l'Ouganda. Ils tuent plus en République démocratique du Congo qu'en Ouganda. Autant pour les FDLR. Le cauchemar que nous vivons depuis 25 ans, c'est parce que nous avions ouvert nos frontières pour être solidaires du génocide. Et les FDLR, nous passons des années à les combattre. Et aujourd'hui, le Rwanda n'est pas en mesure de vous dire combien sont-ils, combien ils sont armés et quelle est la capacité des nuisances. Madame, de votre mémoire de journaliste, vous ne me direz pas un seul jour où les FDLR ont essayé d'attaquer les Rwandais, mais ils tuent nos populations au quotidien. Nous avons estimé que ces menaces devraient être gérées dans des cadres précis et pour voir dans quelle mesure, finalement, on ramène la paix dans cette partie du pays. Et on parle d'économie et on parle de sujets de développement. Alors, il y a un autre sujet que j'aimerais aborder avec vous. Ce lundi, les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est se sont mis d'accord sur la mise en place imminente d'une force régionale pour mettre fin au conflit justement dans l'est de votre pays, de la République démocratique du Congo. Cette initiative fait polémique dans votre pays. La présidence congolaise assure que le Rwanda n'en fera pas partie, mais le communiqué de la présidence kenyane qui ne précise pas que le Rwanda n'en fera pas partie, cette question a-t-elle réellement été tranchée? Madame, regardez, vous voyez, c'est un communiqué qui sanctionnait des réunions qui se sont tenues à huis clos pendant des heures. Le langage diplomatique a ses côtes.
il a ses langages et tout ne pouvait pas être dit dans ses communiqués. Mais au-delà de ce qui a été dit dans ce communiqué, il y avait un plan opérationnel qui avait été présenté par des chefs d'état-major. Et dans ces réunions qui se sont tenues notamment à Goma, les officiers rwandais n'y avaient pas pris part. Et donc, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le Rwanda pose problème pour nous parce qu'il est établi qu'il soutient un mouvement terroriste et on ne peut pas accepter parallèlement à ces soutiens au mouvement terroriste d'avoir le troupe rwandais chez nous. Fort malheureusement, nous ne transigerons pas sur cette question. Donc le Rwanda n'enverra pas de troupes en République démocratique du Congo, mais est-ce qu'il prendra part quand même à ces... Je crois que dans les mécanismes prévus par les états-majors, parce que quoi qu'il en soit, même si le Rwanda ne prendra pas part aux troupes, mais au moins il y aura un partage de renseignements, parce que les FDLR, c'est un problème rwandais. Au-delà de tout, le Rwanda doit mettre en place des structures pour accueillir ces sanguinaires qui sont chez nous et être dans un programme de démobilisation. En même temps, le Rwanda doit être en mesure de nous livrer tous ceux qui sont des criminels sous sanction internationale du M23 qui l'hébergent dans son territoire depuis des longues années, parce que c'est de cette stratégie, à tout moment on utilise tel pour ressusciter ces mouvements et s'assurer que cette partie de la République démocratique du Congo est toujours instable. Mais face à cela, il rencontrera la résistance des Congolais qui sont très vigilants, comme nous avions parlé de Lumumba en début de ce journal. Aucun centimètre carré de notre territoire ne sera cédé d'aucune manière et nous nous battrons pour. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Patrick Mouyiya, ministre congolais de la communication. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On part en Guinée à présent, où depuis 2 jours, plusieurs stations-service sont à sec. Conakry est frappée par une pénurie de carburant. De longues files d'attente se sont formées dans les quelques stations qui utilisent leurs réserves. Une situation qui paralyse les transports en commun dans la capitale guinéenne. Les explications de notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Ici, comme dans plusieurs autres stations de service que nous avons sillonnées ce matin, de longues files de camions, minibus et autres engins de transport en commun s'étendent sur plusieurs dizaines de mètres. Certains conducteurs sous un soleil de plomb campent là depuis des heures sans avoir même espoir d'avoir une goutte de carburant. Depuis hier, j'ai garé ici la station avec mon bonbonna là, ici sans carburant. Non, je ne peux pas travailler. Puis ma moto, il n'y a même pas un demi-litre de carburant dedans. Il ne peut rien. Depuis 9 heures, je suis garé ici, mais impossible de trouver le carburant. Nous, ceux qui ont gagné aujourd'hui, c'est ça qu'on mange demain. Donc s'il n'y a pas carburant, nous, on peut pas, ça ne peut pas nous arranger. Depuis la prise du pouvoir par les militaires, l'État guinéen est désormais le seul importateur de carburant dans le pays. Un mécanisme qui avait toujours été assuré par les compagnies privées par le passé. Aujourd'hui, selon le directeur de la Société nationale des pétroles, cette crise est due à la lenteur du traitement des dossiers par les banques. C'est la première fois que l'État arrive à le faire. Donc on a eu des petits problèmes d'ajustement avec les institutions financières parce qu'ils ne sont pas habitués à ce que l'État importe. Mais Dieu merci, c'est l'un des problèmes qu'on a aussi. Nous n'avons pas de grands centres de stockage généralement qui nous font passer ces trucs pareils. Et malheureusement, c'est le cas, mais nous y travaillons pour créer des centres de stockage pour le pays. Déjà, dans la capitale guinéenne, le commerce tourne au ralenti et le prix du transport en commun a presque triplé à cause de cette crise de carburant. Les régulateurs de l'audiovisuel du Sénégal, du Bénin et de la Côte d'Ivoire ont entamé une médiation pour le rétablissement du signal de France 24 et de RFI au Mali. Les 2 médias du groupe France Média Monde ont été suspendus définitivement dans le pays depuis la fin du mois d'avril. Une rencontre a eu lieu ce mercredi à Dakar entre les médiateurs et la PDG de France Média Monde, Marie-Christine Saragosse. Écoutez-la. Malentendus, il y a eu des crispations, des tensions. La période n'était pas très favorable non plus. Et quand on vit avec un tel lien entre RFI, France 24 et le Mali, c'est un lien tellement important, tellement ancestral. Le dialogue doit l'emporter. Donc moi, s'il y a cette possibilité d'ouverture que j'ai ressentie très fortement et qui m'a été confirmée pendant cette réunion où on a parlé de tout, je saisis aussi cette chance. C'est une chance pour nos médias, c'est une chance pour nos publics au Mali auxquels on est très attachés, c'est une chance pour la liberté d'informer. On en vient à cette affaire de corruption en Afrique du Sud. Le 5e et dernier rapport de la commission d'enquête du juge Zondo a été remis au chef de l'État Cyril Ramaphosa cet après-midi à Pretoria. Les précisions de notre correspondante Caroline Dumais. C'est un juge Zondo ému qui a rendu son 5e et dernier rapport au président Ramaphosa. Un rapport qui est le résultat de plus de 4 ans et demi de travail, mais comme il l'a précisé, il aurait pu passer 10 ans, tellement le dossier était complexe.
Au final, plus de 5000 pages qui font état de pillage de toutes les entreprises d'État sud-africaines, des entreprises de transport aux entreprises de médias, en passant par les entreprises d'armement, plus de 15 milliards d'euros, un manque à gagner énorme pour l'État sud-africain. Le président Ramaphosa a qualifié la tâche du juge Zondo de phénoménale. Il considère que ce rapport est désormais un instrument pour lutter contre la corruption et pour que plus jamais, je cite, cet assaut contre la démocratie sud-africaine ne se répète. Le rapport va être transmis au Parlement. Reste à savoir s'il y aura des poursuites judiciaires. On sait que les frères Gupta, qui étaient les bras droits de l'ancien président Jacob Zuma, ont été arrêtés à Dubaï. Il y aura sans doute d'autres arrestations, car pour la société civile, ce rapport est une preuve accablante de la corruption du régime précédent. Alors que la crise alimentaire et la menace de la famine planent sur le continent, les inquiétudes sont fortes et les réponses de la communauté internationale sont encore timides. Pour en parler ce soir, Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, j'aimerais avoir vos projections sur les mois à venir. La sonnette d'alarme a déjà été tirée, notamment pour certains pays comme le Niger ou l'Éthiopie, qui sont déjà frappés de plein fouet par une crise alimentaire. En effet, ces pays sont frappés de plein fouet par la crise alimentaire qui, comme vous le savez, est causée par des événements, je dirais, structurels tels que le climat, le conflit, le sous-financement de l'agriculture. À cela s'ajoute maintenant un élément d'ordre conjoncturel, la guerre en Ukraine, et ce qui a entraîné, je dirais, une disruption au niveau de la logistique. Et donc, aujourd'hui, on constate à la fois une pénurie qui, à son tour, a déclenché une inflation galopante. Et en même temps, puisque les engrais, qui sont l'un des principaux facteurs pour à la fois l'augmentation de la production et la productivité, se faisant rare, il est possible que cette crise puisse durer. Le nombre de personnes additionnelles qui peuvent être tomber dans la pauvreté à cause de ces crises-là est estimé à plus de 30 millions de personnes en Afrique. Alors justement, vous parlez de tous ces problèmes structurels qui surviennent depuis la guerre en Ukraine. Il y a des solutions qui sont apportées, des solutions à court terme, mais que faut-il faire à long terme pour que l'Afrique, pour que le continent, que ces nombreux pays d'Afrique ne dépendent pas des importations de nourriture. C'est le cas, par exemple, pour l'Ukraine et la Russie. 40% du blé vient d'Ukraine et de Russie, qui n'est pas arrivé justement en Afrique. 30 millions de tonnes de nourriture sont restées bloquées. Que faut-il faire à long terme pour que l'Afrique ne soit plus dépendante ? Il est vrai qu'il faut des solutions à long terme, mais je dirais déjà que les solutions de court terme sont indispensables parce que cette crise, elle frappe de ce que les individus ont de plus essentiel, parce qu'il s'agit de leur vie. Ne pas pouvoir accéder à l'alimentation signifie qu'on ne peut pas tout simplement vivre. Et deuxièmement, il frappe leur portefeuille parce que les prix ont augmenté de manière significative. Donc par rapport à ça, la Banque mondiale apporte des réponses immédiates à travers des programmes de filets sociaux où on donne des revenus monétaires aux populations et également des vivres à travers un achat d'aliments qui peuvent être mis à la disposition de ces populations-là les plus vulnérables et les plus affectées. Mais les solutions à long terme sont encore beaucoup plus importantes parce que l'Afrique dispose de quantités de terres et d'eau extrêmement importantes. L'Afrique dispose aussi de savoir dans le domaine de l'agriculture. Et aujourd'hui, à la faveur des technologies, on peut faire ce qu'on dit en anglais un shortcut, donc aller plus rapidement. Donc une réflexion pour aider les pays à définir des stratégies de développement agricole pertinentes et viables, soutenues par des ressources financières extrêmement importantes, à la fois pour produire localement ce que les pays africains peuvent faire, y compris les engrais, former les agriculteurs, mais en même temps essayer de réorienter la production agricole vers ce que les Africains consomment, nous paraît être une nécessité. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons deux choses. Une restructuration de notre portefeuille d'intervention dans ces pays pour accorder une priorité absolue au programme d'agriculture et au programme d'alimentation. Et
Deuxièmement, une mobilisation de ressources aussi significatives pour des secteurs qui sont de nature à pouvoir contribuer à la modernisation de l'agriculture, c'est-à-dire l'énergie, l'économie numérique et la formation des agriculteurs. Alors justement, vous parlez des financements de la Banque mondiale, en tout cas pour soutenir ces investissements et pour moderniser l'agriculture, mais qu'en est-il de la communauté internationale? Il y a souvent des promesses qui sont faites, c'est le cas par exemple de la COP26, pour aider les pays qui sont le plus touchés par le réchauffement climatique à supporter ce réchauffement et faire une transition énergétique. Cet argent n'est toujours pas arrivé. On a vu aussi que le PAM, le Programme alimentaire mondial, a annoncé il y a quelques jours qu'il allait rationner la nourriture pour les réfugiés, qu'il n'y avait plus assez de dons. Comment faire pour convaincre la communauté internationale qu'il y a urgence maintenant, à court terme? Alors pour ce qui concerne la Banque mondiale, je puis dire que depuis le déclenchement de la crise, nous avions fait beaucoup de choses. D'abord, nous avons augmenté nos appuis budgétaires à plusieurs pays pour leur permettre justement de faire face aux impacts budgétaires qui sont causés par le fait qu'ils ont accordé un certain nombre de subventions à des secteurs et donc du coup entraînant, si vous voulez, un effet d'éviction pour le financement d'autres secteurs de développement. Nous avons financé des projets de protection sociale, mais en même temps, avant la crise, nous avons mobilisé, et ces ressources sont en train d'être décaissées, un grand programme, surtout pour les pays africains, dans le cadre de la Grande Muraille Verte. C'est 5,1 milliards de dollars et une partie importante de ces ressources sont en train d'être décaissées. Et depuis la crise, nous avons mis à côté un montant de 30 milliards de dollars qui va essentiellement financer des programmes nouveaux dans le secteur de l'agriculture. Enfin, dans le cadre de nos portefeuilles existants, nous avons regardé tous les projets qui ne nous paraissent pas être très urgents aujourd'hui ou qui ne répondent pas directement aux effets de la crise alimentaire. Nous sommes en train de redéployer ces ressources-là pour financer des programmes particuliers et nouveaux dans le secteur de l'agriculture. Oui, nous avons fait des annonces à plusieurs occasions, mais nous avons toujours tenu nos promesses en tant qu'institution financière. Alors j'ai une dernière question qui est importante. Vous parlez de tous ces financements. On parle aussi de la guerre en Ukraine, mais il y a d'autres conflits sur le continent. L'insécurité, notamment dans le Sahel, a des conséquences sur les populations, des villageois qui fuient la menace djihadiste, qui abandonnent leurs terres, abandonnent leur bétail, dont les enfants ne sont plus scolarisés. Ça a aussi des conséquences sur l'agriculture. Quand un agriculteur abandonne sa terre et se retrouve réfugié ou déplacé, est-ce que vous avez aussi des projets pour aider à lutter contre l'insécurité, pour permettre à ces personnes de retourner chez elles? Vous avez parfaitement raison d'insister sur ce phénomène, parce qu'il fait partie des causes d'aggravation de la crise alimentaire dans les pays africains, en particulier dans les pays du Sahel. Les personnes qu'on appelle aujourd'hui des déplacés internes dans plusieurs pays étaient essentiellement des agricultrices ou bien éleveurs. Donc le fait qu'ils n'ont pas s'adonner à leurs activités traditionnelles contribue justement à alimenter l'insécurité alimentaire. Nous apportons des réponses directes pour ces populations, mais également, comme je le disais tantôt, nous favorisons des financements qui permettent aussi aux populations qui restent dans ces zones d'opérer dans un contexte plus sécurisé et en même temps de financer des activités de façon à restaurer ces terres qui ont été dégradées. Tout ceci, bien sûr, nous savons que les conflits sont nés à la fois des problèmes de gouvernance, mais des problèmes de changement climatique. Donc, on focus particulier sur des programmes d'adaptation au changement climatique avec comme objectif d'atténuer les risques de déplacement massif de population et eux sont au centre de nos interventions aujourd'hui. Merci beaucoup Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, madame. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Claire Bonichon.